Bon, rebonjour à tous. Donc, je ne me suis pas présentée tout à l'heure, mais je m'appelle Pascale Lévesque. Je vais vous présenter deux sujets rapides. Le premier, ça va être Meet the Connected Reader, édition 4, qui est une étude que l'on réalise tous les ans au groupe Figaro. Comme chaque année, en fait, on veut avoir un point sur l'évolution des usages de nos lecteurs connectés. Donc, ils sont à la fois lecteurs et connectés au digital. Et on va vous faire une synthèse très rapide des principaux enseignements qui, vous allez le voir, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et le deuxième sujet, ce sera Benefit Matrix, que nous avons construit avec Ganaël Bascoul, qui est directeur de Soon, qui est une plateforme une grille de lecture pour identifier l'évolution des communications des marques. Alors, première chose, Meet the Connected Reader. Donc, comme chaque année, on travaille sur notre panel propriétaire. Là, on a réalisé 1400 interviews. Et puis, c'est primordial pour nous de connaître l'évolution de leurs usages, de savoir où les toucher, en mettant quel type de message et de contenu, et ensuite, comment les toucher au mieux selon leur device. La première chose, c'est à quel point l'équipement devient massif auprès de cette population. Il est très supérieur à la population française. Vous voyez à droite la référence Médiamétrie qui vient de sortir. Si on a 57% de mobinotes en France, on en est à 68% sur nos lecteurs connectés, et surtout sur la tablette qui était déjà très élevée, puisque ça fait déjà depuis 2013 qu'elle était déjà au niveau d'aujourd'hui de la population française. Donc on a forcément des individus qui sont beaucoup plus exposés au multicanal. Quelles sont ensuite les activités qu'ils font sur ces outils numériques? Là, on s'aperçoit que chaque activité est de plus en plus réalisée sur mobile. L'actualité à gauche, vous voyez, elle est consultée presque de façon égale sur les trois devices. On est entre 68 et 77%, et elle augmente fortement sur le mobile. Ensuite, chercher des informations pratiques, ça a toujours été l'apanage avant tout du mobile, mais on voit que ça continue à progresser. Regarder des vidéos en ligne, on voit que le mobile commence à s'installer, même s'il est encore en retrait. La tablette était déjà installée à 68%. Consulter les réseaux sociaux, on voit qu'ils sont installés aussi sur les trois devices et qu'on a une forte évolution sur le mobile. Et enfin, faire des achats. Là, par contre, c'était déjà très réalisé fortement par presque l'ensemble de nos lecteurs connectés sur l'ordinateur. Et aujourd'hui, on a une explosion des achats en mobilité avec des évolutions à 2 chiffres sur le smartphone et sur la tablette. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces usages mobiles ne font pas d'ombre à l'utilisation de l'ordinateur, d'une part. Lui, il semble presque arriver à son plafond, mais il y a certains cas où il continue d'augmenter. Et puis, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de cannibalisation du web fixe par les devices mobiles. Donc, ils s'additionnent et donc ils se complètent. Ça veut dire que l'individu sera de plus en plus exposé à différents messages sur le multicanal et sur ces différents devices. Quelle est ensuite l'ampleur de leur connexion aux réseaux sociaux? Alors là, c'était intéressant pour nous parce qu'on voulait aller contre les idées reçues. On voit ici qu'ils sont beaucoup plus connectés aux réseaux sociaux que la moyenne, on le voit en détail là. Donc forcément, ça va créer une viralité supérieure pour les marques. On s'aperçoit qu'ils sont supérieurs sur Facebook, très supérieurs sur LinkedIn, mais c'est très lié à notre cible. Ils sont 2 fois plus importants sur Twitter que la population française par rapport à un baromètre Harris, avec la même question qu'on a posée sur notre panel. Ils sont égaux sur le Google+, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont effectivement 2 fois et demi plus nombreux sur 2 réseaux sociaux qui sont récents, comme Instagram et Pinterest. Ça veut dire quoi? Ça exprime leur intérêt pour la nouveauté, leur intérêt pour la modernité et surtout pour cette nouvelle activité qui est très en vogue auprès de la jeunesse actuelle, qui est le partage de photos. Alors maintenant, sujet important, c'est l'information. Quels sont les médias qu'ils utilisent pour s'informer? Là, on a passé un cap qui est très important pour nous. Le premier canal d'information est devenu les sites de marques de presse, suivi de médias dits traditionnels, c'est-à-dire magazines d'actualité, télé, presse-cote, radio. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les premiers médias utilisés pour s'informer sont bien ceux qui donnent une caution de marque. Donc cette caution est primordiale. Ensuite, on voit un deuxième bloc de canaux qui arrivent. D'abord, les applications presse et la presse-cote en PDF. Donc là, ce sont des versions numériques, des extensions numériques
d'une marque média native presse. Et puis arrivent déjà les fils d'information sur les réseaux sociaux, où près de 30% de nos lecteurs connectés les utilisent pour s'informer. Et puis enfin, on a un troisième bloc qui, lui, est beaucoup plus confidentiel, avec les portails, les sites, les applis radio-télé, les pure players d'infos, qui restent, eux, très peu utilisés pour s'informer. Donc ça veut bien dire qu'on a ces sites de presse qui arrivent en tête aujourd'hui avec 62%, collés à des médias très installés. Donc c'est bien la marque média Native Press qui va porter le choix du device. Alors après, on s'est évidemment demandé, si leur capacité à informer permet à ces médias d'être très utilisés, est-ce qu'elle permet aussi de les rendre indispensables et de créer de la confiance? Donc là, on a croisé les deux réponses. Tous les médias utilisés, on leur a demandé pour chacun, est-ce qu'il est indispensable pour vous? Est-ce que vous lui faites confiance? Alors, logiquement, on a la presse quotidienne qui remporte la plus forte confiance et l'aspect le plus utile et indispensable pour cette population de lecteurs connectés. Mais ce qui est intéressant, c'est l'ampleur de la différence par rapport aux autres. Mais l'ensemble de cette bulle que vous voyez avec plusieurs canaux, ça montre quand même qu'on est face à des médias qui sont des médias d'expérience, des médias pérennes, la radio, les magazines d'actualité, les JT télé, mais aussi les sites de presse qui rentrent dans cette bulle en inspirant confiance et en devenant de plus en plus indispensables. Ensuite, l'utilité de l'information de la télé en continu, on voit qu'elle existe, mais là on est inversé. En fait, elle manque de confiance. Elle génère peu de confiance. Contrairement aux sites d'infos des pure players, qui, eux, auraient plutôt tendance à inspirer un peu plus confiance que la moyenne, mais qui, finalement, ne sont pas indispensables. Et enfin, dans le dernier ensemble de canaux, on s'aperçoit que les sites et les applis radio-télé, les portails d'infos et les réseaux sociaux, qui, eux, étaient très utilisés, on l'a vu, finalement, on leur génère peu de bénéfices réels, on leur accorde peu de confiance par rapport à l'ensemble des canaux pour l'information. Alors, si la marque native de presse a gagné la confiance, à quel moment chaque support d'information est utilisé dans le cours de la journée? Et ça, c'était intéressant pour nous de réactualiser cette utilisation du journal quotidien, parce que ça nous permet de penser au phasing qui va être nouveau dans la façon d'informer nos lecteurs connectés. On s'aperçoit qu'on a chaque canal un moment particulier, donc sa valeur d'usage. Le journal en print le matin, ensuite sur smartphone en premier pour l'après-midi, et le soir, le journal sur tablette. Deuxième chose, l'ordinateur, il est deuxième seulement le matin, derrière le print, et ensuite il passe derrière le mobile, derrière les outils en mobilité. Et enfin, dernière chose, la presse reste deuxième le soir, après la tablette, devant les outils mobiles. Donc ça montre bien le parcours d'information d'un lecteur connecté, et ça va nous aider pour créer ensuite ce phasing de l'information pour le contenter efficacement. Alors ces nouveaux usages, ils offrent bien entendu de nouveaux leviers pour les marques. Le digital est une culture, c'est un état d'esprit. Il faut l'apprendre. On le sait depuis des années et on ne cesse de l'apprendre puisque chaque année, il se passe plein de choses nouvelles et on est obligé de les apprendre pour les suivre et pour pouvoir aussi voir qu'est-ce qui va se passer derrière et ce qu'on peut en faire. Cette accélération de l'hyperconnectivité, elle a permis de créer des expériences nouvelles pour les marques qui sont très innovantes et on sort du cadre de référence pour s'adresser aux consommateurs de façon nouvelle au service de 3 grands objectifs qui sont le rendre captif en créant le désir, c'est l'attention, qui sont créer du lien entre lui et la marque, c'est la relation, et évidemment l'engagement, qui est un mot assez galvaudé, mais qui, là, dans ce cadre-là, est employé comme le fait que le consommateur ait le pouvoir entre ses mains. De plus en plus, en échange, on lui demande de la donner. Et c'est un engagement que de donner ses données personnelles. Pour illustrer ces nouveaux leviers et identifier les nouveaux enjeux de la communication, on a créé un nouvel outil qu'on vous présente ce matin pour la première fois. On a travaillé pendant 2 ans sur 2 ans de veille quotidienne, à la fois réalisée par Figaro Lab et par Soon. On a créé une matrice de lecture des innovations de communication des marques qui permettra de servir de grille de lecture. En fait, c'est un benchmark qui est réalisé avec une approche exclusivement consumer-centrique
Et une approche qui est inédite parce qu'on s'est évidemment servi de nos études, de nos benchmarks, de notre planning strat, qui nous aide à mieux comprendre à la fois les publics et les stratégies digitales. Et Benefit Matrix, le nom qu'on lui a donné, permet de mettre en perspective les insights consommateurs, c'est-à-dire les besoins et les attentes des consommateurs, et de les croiser avec les bénéfices et les objectifs des marques, afin de pouvoir classer les campagnes ensuite. On va voir de quelle manière, mais il faut quand même rappeler d'abord le contexte sociologique qui a été pas mal évoqué ce matin dans les tables rondes. C'est qu'on est dans un monde de défiance, où le consommateur est extrêmement méfiant et au moindre soupçon, il réagit et sa communauté réagit. Donc la priorité, c'est de rassurer le consommateur. Aujourd'hui, le changement, on sait qu'il passe par le consommateur puisqu'il est acteur, c'est lui qui détient la solution, et donc ça met forcément l'humain au cœur des dispositifs de communication. Sans confiance, il n'y a pas de conviction, donc pas d'influence. Ça nécessite évidemment de connaître ses désirs, ses besoins, ses envies. Et la confiance va être le maître mot parce qu'elle est fondée de plus en plus sur une expérience passée. Donc ça veut dire deux choses. Rassurer, c'est d'abord écouter ses besoins, ses souhaits. Ce qui importe, c'est ce qu'on fait pour lui, c'est ce que fait la marque pour lui rendre la vie meilleure. L'expérience client, c'est le véritable point de contact. Et les messages doivent correspondre aux nouvelles valeurs des consommateurs, comme par exemple la sincérité, la transparence, l'honnêteté, la responsabilité. Alors, quels sont les insights qu'on a pu identifier? Donc, je vous disais qu'on avait travaillé sur une veille, ça représente un peu plus de 200 campagnes, et à la fois en France et à l'international. Et on a identifié 4 insights principaux qui permettent de structurer le paysage de ces 200 campagnes. D'abord, l'accompagner. C'est s'occuper de lui, c'est partager son expertise, c'est l'amener à l'action pour le faire se sentir acteur de son bien-être. C'est le conseiller, c'est le coacher, le rendre compétent et toujours maître de ses choix. Donc, on l'accompagne. Le deuxième, c'est simplifier sa vie, c'est-à-dire lui faciliter, lui rendre un service, lui faire gagner du temps, lui enlever des soucis. Et c'est la valeur d'usage qui permet de résoudre des problèmes. Le troisième, c'est le faire vibrer. Donc, c'est lui apporter du bonheur par les émotions, le plaisir de l'entertainment, de tout ce qui est ludique, mais aussi des émotions parfois humaines très fortes. Et enfin, dans un monde participatif, il faut s'occuper des autres aussi. Et c'est tout le développement du crowd, de la relation directe, voire d'instaurer une communication collaborative en mode open innovation. Donc, toujours le consulter. Faciliter les échanges pour créer l'influence. On va voir que c'est fondamental. Ça passe aussi par la preuve sociale. La preuve sociale, c'est mes voisins le font aussi. Donc forcément, ça crée une dynamique de groupe, de communauté, de tribu. Et on appelle ça agir ensemble. Alors ces insights, on les a croisés avec les bénéfices et les objectifs des marques, en les priorisant bien sûr, parce que ça nous permet de classer les campagnes et d'avoir un objectif prioritaire par campagne. Donc on retrouve des objectifs que vous connaissez tous et qui sont assez classiques, comme par exemple le branding, c'est-à-dire développer la notoriété de la marque, développer l'image de la marque, comme la différenciation, la perception de qualité. C'est aussi la relation client, en créant un lien de proximité fort ou en créant une relation continue. Ça passe par une influence très humaine, on va le voir, et on fait le choix d'un développement à long terme. Et enfin, le troisième, c'est la conversion à l'achat, transformer en achat, convertir à l'action et donc à l'engagement. On a donc classé pour aujourd'hui seulement 3 cas par case sur les centaines qu'on a relevées. Et on a arbitrairement choisi avec Ganaël ceux qui nous plaisaient les plus et ceux qu'on trouvait les plus marquants pour pouvoir illustrer chacune des cases de cette matrice. Donc on va vous présenter un cas de chaque croisement et je vais laisser la parole à Ganaël Bascoul qui va vous présenter ces campagnes de communication. Merci beaucoup Pascal pour cette opportunité de se présenter ce travail. En fait, toute l'idée, c'était en effet de revenir à l'intention, qu'est-ce qu'il y avait à l'origine d'une campagne. C'est souvent le croisement entre la préoccupation d'un consommateur, qui lui vise le bonheur, et l'intention ou la préoccupation d'une marque, qui est, elle, de vendre, depuis se rendre célèbre jusqu'à convertir à l'achat. Donc à travers cette sélection, on va essayer de vous montrer comment à chaque croisement,
On peut générer des idées, parce que le but de Soon, c'est beaucoup la génération d'idées et d'innovation. On pensera autrement que des benchmarks par support ou des benchmarks qui se feraient par secteur, parce que les idées sont plus proches d'un croisement d'intention que d'un croisement d'un secteur avec un support d'après nous. Donc je vais commencer par la campagne de Dove, qui est proposée au croisement entre accompagner et branding, avec l'idée que dans l'accompagnement, il y a une grande part de... Oui, ça va, enfin ça va. T'as un grand buste, t'as une toute petite jambe. Excuse-moi, quoi, fais gaffe, quoi. Mais arrête. En fait, c'est pas ça. Tu sais quoi, parce qu'il y a des meufs qui s'en sortent avec ça. Mais toi, en plus, t'as pas de charme. T'es juste grosse et banale, en fait. On m'a demandé d'écrire dans un carnet. À chaque moment où j'avais une pensée sur mon physique. Mercredi, 10h, je me sens moche. J'ai 2 dents de lait, ici. Et donc quand je souris, je ressemble à une souris. Parce que ça, c'est son morphotype à elle. Je suis obligée de dire ça. Moi, j'aime bien ça. Mais c'est horrible. Pas de bonne proportion, un grand buste avec des petites jambes. C'est bizarre, un grand buste sur des petites jambes. T'as pas de charme. Salut Marie. Salut Pierre. Ça va Bien et toi? Ouais, ça va. Ça va? T'as les joues creuses, quoi. T'es hyper creusée, là, aujourd'hui. Tes petites dents de lait, là, qui te restent, on dirait une souris. Tu commences à avoir une tête de bulldog, quoi. T'as les plis qui démarrent du nez, qui descendent vers là. Enfin, c'est... En plus, t'as grossi, c'est terrible, quoi. Puis tiens-toi droite, quoi, ça te fait du bide. Sérieux. T'as des bras tout gros. Donc vous avez compris le procédé qui consiste à faire une prise de conscience par le client de ses propres pensées envers lui-même, prise de conscience du coup de ce que peut apporter une marque comme Dove aussi, avec l'idée de départ de ce coaching qui est de dire est-ce que vous diriez aux autres ce que vous vous dites à vous-même, et à partir de là, est-ce qu'on ne peut pas retravailler sur la construction de l'image de soi et de représentation. Donc on va à travers ce dispositif depuis le recueil, vraiment en mode coaching, accompagnement de ce qu'on pense sur soi-même, vers la transposition de ça, la mise en scène à travers le média, le rôle que peut jouer une marque à travers l'accompagnement et surtout le branding qu'elle peut apporter d'une marque qui est très amicale, confidente et même qui est prête à vous remuer un peu pour que vous avanciez vous-même dans votre chemin personnel. Si on va plus sur une optique de relation client, donc accompagner au quotidien, dans un monde digital qui se complexifie, comme on l'a dit en introduction, mais qui offre aussi pas mal d'opportunités d'acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Un certain nombre de marques jouent la carte du coach pratique, cette fois-ci, avec par exemple les cafés 2.0 de la Société Générale qui vous permettent, à travers toute une série de tutos, qui ne sont pas des tutos assez laborieux, qui sont plutôt des petites discussions autour d'un café, de maîtriser les différents outils de la sécurité, en passant par une forme de performance sur la gestion de ses comptes sur smartphone, comme par exemple une sélection d'applications qui vous est présentée à travers cette petite discussion où, autour d'un café, on apprend les bonnes applis, les gestes utiles et comment optimiser son quotidien et sa finance personnelle. Ensuite, si on va encore plus loin, donc là j'entretiens la relation, je donne des tips régulièrement, je fais monter en compétence mon client, un peu comme dans du B2C, mais dans une version B2C très friendly, comme on le voit à travers ces vidéos, comme vous pourrez le regarder si ça vous intéresse. On peut aller même jusqu'à la conversion, parce que cet accompagnement aussi a but, bien sûr, marchand, bien entendu, mais ça va être une conversion qui va être appliquée toujours sur le mode du conseil et de l'accompagnement, comme ce Tumblr de L'Oréal, où vous voyez énormément de contenu plutôt inspirant, plutôt comme des échanges de bons looks ou de bonnes idées entre copines, ou comme on regarderait un tweet, un fil tweet ou un fil Instagram ou Tumblr d'une modeuse qu'on aime bien. Et là, à chaque fois, vous avez la connexion avec le produit qui permet de réaliser ce look-là, autant avec des faits d'actu comme le Festival de Cannes, qu'avec des nouveaux buzzwords ou une actualité qui peut parcourir la vie aussi des lectrices. Donc là, on a directement une conversion un peu plus proche de l'objectif de la marque, mais on voit que depuis la prise de conscience jusqu'à l'entretien de la relation client et enfin la conversion, on peut jouer sur cette ligne-là, et c'est assez intéressant de prendre ces spectres d'analyse pour avancer. Si on prend maintenant l'idée de simplification, donc dans un monde qui est
complexe et une distribution aussi qui est complexe autant pour les marques que pour les consommateurs, on peut se dire qu'est-ce que je peux inventer de nouveau qui ne s'ajoute pas comme une pile supplémentaire à ce que vit le consommateur, mais qui au contraire lui simplifie. Alors là, un exemple très connu mais qu'on ne peut pas éviter, c'est celui de Sephora, que vous avez certainement vu. Qui joue sur la réalité augmentée, qui est souvent compliquée. Je ne sais pas si vous avez essayé un gadget de réalité augmentée, mais en général, on n'y voit rien, on ne comprend rien, il est censé apparaître quelque chose, il n'apparaît rien. Alors que là, en revenant à l'idée de la réalité augmentée, qui est celle d'un miroir, eh ben, on joue sur cet effet miroir pour tester un grand nombre de produits via Modiface et du coup simplifier énormément le processus de choix à travers des dizaines d'alternatives pour un fard à paupières, faire un choix très rapide et aussi avec une grande liberté dans l'espace et dans le temps, vu qu'on fait ça exactement quand on veut. Donc voilà, c'est un exemple où le digital permet pas une complexification, mais au contraire une simplification du parcours d'achat et la décision client. Et pour une marque comme Sephora, qui s'est toujours basée sur l'expérience, le test, l'appréhension produit, eh bien, ça permet de nourrir son branding qui était déjà intéressant sur ce point-là. Maintenant, si on va sur la relation, et si j'essaie d'instaurer une forme de dialogue, le site, mini-site Seat Compare, qui va apparaître, voilà, vous permet, au-delà de toutes les simulations que vous pouvez faire pour paramétrer votre voiture, de faire exactement comme dans quiestlemoincher.com ou d'autres options, de comparer votre voiture, pas avec une moyenne du marché ou avec un abstract, mais avec ceux avec certainement vous allez la comparer si vous cherchez une voiture, c'est-à-dire les autres modèles du même type dans sa catégorie, dans d'autres marques. Donc au lieu d'aller faire le tour des concessionnaires ou de demander l'information de manière laborieuse sur un certain nombre de forums, ben là, la marque en mode discursif vous présente un maximum d'informations sur lesquelles vous pouvez baser votre choix et donc simplifier votre choix. Si maintenant on essaie de passer à la conversion, vous allez me dire comment on simplifie la conversion en un clic. Il y a pas mal de modalités, tout le monde y pense. Le rêve d'Amazon ou d'autres acteurs du marché, c'est de prendre une photo d'un produit et de pouvoir l'acheter en un clic. Mais ça peut aussi s'appliquer à une stratégie média digitale. L'équivalent, ce serait quoi? Je regarde une vidéo, une pub, quelque chose qui m'intéresse, je clique sur le produit et je l'achète. C'est l'initiative de Naonest que vous avez potentiellement vue, qui vous présente un spectacle de danse où les danseurs portent une prêt-à-porter de la collection. Et pendant la vidéo, je peux m'amuser à cliquer sur cette robe qui m'irait très bien, par exemple. Une pause, je vais sur mon panier et je regarde la sélection des produits que j'ai pu attraper pendant la vidéo, comme un petit chariot sur un site e-commerce, et à partir de là, je peux acheter directement. C'est toujours un peu difficile pour les marques de luxe d'appréhender le web. Elles ont été assez réticentes à le faire, parce qu'il fallait trouver une manière de le faire qui soit en cohérence avec leurs promesses. Et dans ces applications-là, on voit très bien comment on peut combiner quelque chose de très expérientiel, de très élégant, avec un processus marchand qui est très très loin de la boutique e-commerce qu'on connaît habituellement et qui en plus place la marque ou le groupe de marques comme leader en innovation. Si on essaie de faire vibrer, maintenant, qui est un autre rôle de la publicité et des médias en général, un coût pour se faire connaître, parce qu'on est de nouveau sur la première ligne qui est le branding, c'est celui de Lidl, que vous avez peut-être vu aussi au préalable, mais qu'on trouvait intéressant de resignaler, avec Lidl qui se repositionne de manière très habile en ce moment pour sortir du premier prix ou du pur discount et qui veut combiner l'idée de qualité avec l'idée de bon prix. Et pour cela, on rentre directement dans ce documentaire d'un grand restaurant
qui propose de faire un restaurant gastronomique éphémère avec des produits de Lidl. Et donc on voit tout le travail de conception des menus, du lieu, etc. à partir de ces produits-là pour générer une expérience visuelle, un beau documentaire et aussi un maximum de viralité sur le décalage a priori qu'on aurait entre les grands chefs et l'image qu'on se fait de Lidl. Donc bien sûr, le jeu de mon marché, tout marché, et là, voilà, à travers cette expérience-là qu'ont vécu les gens à travers cette aventure, eh ben, on suit Lidl vers un autre discours de marque et une autre expérience pour le consommateur. Autre cas qu'on avait trouvé intéressant pour faire vibrer dans le cadre de la relation client, c'est jouer sur une autre émotion qui n'est pas forcément l'émerveillement qu'on avait avec la gastronomie, mais qui était le côté amical, joyeux, convivial des discussions entre copines. Voilà. Donc Renaud qui joue là-dessus sur le hashtag La vérité sur les filles pour la promotion de Twingo et qui, en dehors de proposer une mini-série avec tout un tas de vidéos sur les confidences et les discussions qu'on peut avoir entre copines, fait participer ses visiteurs avec du partage sur Twitter ou directement sur le site pour ceux qui n'ont pas Twitter. Et on peut voir toute une série de vérités qui sont avouées en connivence avec la marque par des filles sur leur quotidien. Voilà, j'ai mangé une branche de céleri, j'ai imaginé que c'était un éclair au chocolat, dur de rester mince, etc. etc. Et à travers ça, on crée un relationnel qui est très ludique et qui fait partie de cette idée de créer du lien en dehors du pur discours marchand. Et sur la conversion à l'achat, alors comment faire vibrer et convertir à l'achat? On joue encore sur une autre émotion après le plaisir de la gastronomie et l'amitié entre copines. Ici, ça va être la peur. Et donc, Optique 2000 vous propose d'affronter vos plus grandes peurs. Parce que pour Optique 2000, une peur qui les bloque un peu dans le développement économique, c'est, d'après vous, ça peut être participatif. Qu'est-ce qui peut faire peur chez un opticien? À part de choisir les mauvaises lunettes. Voilà, les verres de contact. Donc c'est une de mes peurs, c'est pour ça que je n'aurai jamais de lunettes de contact, sauf si je visionne peut-être l'ensemble des documentaires. Et donc, pour faire le parallèle et faire vibrer, est-ce que si on attaque sur le sujet lentille de contact, c'est un peu dur? Par contre, sur la claustrophobie, faire descendre un claustrophobe dans une grotte avec un accompagnateur et récolter ses émotions pour partager l'aventure avec lui, c'est assez efficace. Et le parallèle se fait ensuite directement entre une peur qu'on avait, un autre accompagnateur que va être le conseiller et qui va vous aider à franchir ces peurs-là aussi. Donc, quand on parle d'émotion et de faire vibrer, ça peut être aussi sur ces cordes-là, voilà, de se dépasser jusqu'à arriver à poser le verre de contact soi-même. C'est une assez jolie manière d'événementialiser, de transcender un peu la pose de lentilles de contact à travers un contenu qui est particulièrement bien pensé. Et ensuite, dernière application sur l'agir ensemble. Alors, de plus en plus de nouveaux entrants jouent sur cet aspect crowd, autant sur le crowdsourcing pour générer des idées, le crowdfunding pour financer des projets, depuis la finance-assurance jusqu'au produit designer. Un qui a très vite pris le virage, c'est Lego, qui proposait donc à ses clients d'imaginer la prochaine boîte de Lego. Et donc, vous aviez des fans de Lego petits ou bien plus grands qui proposaient voilà, des nouveaux châteaux, des maisons, des vaisseaux spatiaux, qui étaient soumis au vote des visiteurs et des autres fans de la marque. Et ce qui avait suscité le plus d'intérêt était transformé en réelle boîte, en réel kit Lego, pour co-imaginer la suite de Lego. C'est une de ses voies de succès avec les franchises, bien sûr, de Star Wars et d'autres grandes aventures. Mais l'idée, c'était d'ouvrir un peu et d'aider le consommateur voilà, à participer. Une autre forme de participation qu'on a trouvée particulièrement originale et aussi en pied de nez par rapport au Digital Day, c'est un peu sur les dérives potentielles du digital, sur les lecteurs super connectés de moins de 10 ans, qui pouvaient potentiellement croire qu'on pouvait contrôler un âne avec un iPad. Donc on met un faux modem sur l'âne, on donne un iPad à l'enfant, et après on filme l'enfant qui est persuadé que s'il n'arrive pas à faire bouger l'âne, c'est qu'il n'a pas la bonne manip sur son iPad.
autres sont plutôt très drôles aussi. Toute l'idée est là de se dire, si dans la reconnexion, aussi la reconnexion avec la nature, potentiellement, je nourris le branding de Center Parc en disant c'est ce que je vends, mais en l'anglant sous l'aspect un peu décalé que peut avoir une surconsommation du digital chez les jeunes générations. Si on essaie d'entretenir la relation client maintenant et de promouvoir l'action continue de certaines marques, on peut voir Humanis qui a une très belle démarche à travers Humanis, le sponsor acteur majeur de la protection d'une association et une appli. S'engage en 2015 auprès de l'association Généris dans la lutte contre les maladies rares de l'œil et de l'iris. Le groupe lance alors Lueur d'espoir, un clip interactif qui vous plonge dans la peau d'une personne malvoyante dans une expérience collaborative inédite. Plongée dans le noir, la seule source de lumière est celle qui émane de notre curseur. Une petite lueur grâce à laquelle nous tentons de découvrir ce qui se cache derrière le noir. À chaque visite, la lueur du participant est mémorisée. Il y a donc autant de lueurs que d'utilisateurs. Et ce n'est qu'ensemble, en unissant nos lueurs, que nous pourrons révéler le clip. Nous voyons des hommes, des femmes, des enfants. Tous sont des proches de personnes malvoyantes. À la fin de l'expérience, un message apparaît. La musique du clip est mise en vente et tous les bénéfices récoltés serviront à soutenir la recherche et les familles des personnes atteintes, permettant ainsi aux personnes malvoyantes et à leurs proches de garder espoir. Une fois le morceau téléchargé, une surprise vous attend. Chaque proche vous remercie personnellement au travers de photos personnalisées qui défilent comme des pochettes d'albums. Humanis, protéger c'est s'engager. Là, on peut apprécier la qualité du design de la campagne avec une réelle expérience digitale. Donc, ce n'est pas un dispositif préexistant, c'est un dispositif pensé ad hoc, en lien parfait avec l'idée que c'est tous ensemble que on peut en effet réaliser cet exploit-là et sans forcément chercher des dons auprès de ses clients, mais simplement la sensibilisation qui ramène le contact avec, comme vous l'avez vu, l'ensemble des remerciements à la fin de la musique. Donc on a quand même, potentiellement, grâce à ce biais digital, quelque chose de très collaboratif et très humain qui en sort loin de ce qu'on peut imaginer habituellement. Et pour aller jusqu'au bout de l'humain, mais vers la conversion achat cette fois, on a choisi l'exemple de Monsieur Bricolage sur l'Agir ensemble avec tout ce qui est la consommation collaborative qui peut, a priori, faire peur aux grandes marques, mais qui peut aussi être hybridé avec ces grandes marques. Comme là, le site ladepan.fr qui est en fait, si on regarde un peu plus bas sur le site, une idée de Monsieur Bricolage et qui propose à chacun de se prêter les outils de bricolage ou de les racheter en occasion. Parce que si on regarde le taux d'utilisation d'une perceuse, c'est entre 6 et 8%, par exemple, de toute la durée de vie qu'elle aurait pu avoir. Parce que bon, après on l'arrange, on perd le truc pour changer les mèches, puis on casse une mèche et c'est fini pour avoir vissé deux trucs. Et c'est pareil pour tout ce qu'on peut trouver chez Monsieur Bricolage, en gros. Alors pour proposer une alternative qui existe déjà dans le monde associatif ou dans le monde développement durable, mais la réactualiser avec des outils du digital, si on cherche par exemple une tondeuse, voilà. On cherche une tondeuse à la location, même pas à l'achat, dans Paris 1. On va voir ce qu'on trouve. À 70, c'est un peu cher, on va trier par prix croissant. Voilà, on peut en avoir une pour 4 € par jour. Ça n'a peut-être pas le coup de prendre la voiture pour aller en acheter une en banlieue parisienne. Et toute l'idée, là, c'est de créer un média collaboratif autour de l'usage. Hein. C'est une forme de média très avancée, avec beaucoup de contributions des utilisateurs, beaucoup d'échanges aussi entre eux. Et donc là, la marque vient à travers le digital, un facteur de lien social et de co-création de valeur sur le marché de l'occasion et de la location. Je laisse la parole à Pascal pour la conclusion. Merci beaucoup, Ganaël. Donc, pour conclure, on voit bien que l'expérience client sur le digital, elle a pris une importance croissante. Et on l'a vu dans ces exemples, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'émotions. Les marques, elles vont à la rencontre des consommateurs et elles cherchent la stratégie d'influence à adopter. L'impact sur la confiance dont je vous parlais tout à l'heure, c'est quoi? C'est honorer une promesse qui répond aux attentes consommateurs, mais c'est aussi une expérience réelle qui va ensuite être jugée et qui va ensuite être comparée aux autres marques. On a vu à quel point les réseaux et les communautés étaient importantes, à la fois sur l'aspect « je soupçonne » et à la fois sur « je critique ».
Donc, il faut toujours être proche du consommateur. Les marques aujourd'hui donnent du contenu, elles partagent des informations, elles donnent des sujets de discussion, elles donnent des solutions aux problèmes, et toujours dans une bonne humeur et une émotion prépondérante. Et donc, ça va être au fur et à mesure de toutes ces interactions entre la marque et le consommateur que va se créer et se développer la confiance, en saisissant l'opportunité aussi de donner à sa marque un visage humain, celui d'une personne, voire d'une amie. Alors, sans oublier que le média, dans ce cadre-là, il joue le rôle de connecteur entre les marques et les individus parce qu'il préserve le lien avec les publics. Donc, les nouvelles valeurs pour demain, préparer demain, ça va passer par, on l'a vu depuis ce matin, l'innovation par la créativité, le partage, la responsabilité, pour créer une coexistence à la fois éditoriale et omnicanale, et puis être le plus efficace possible. Et cette matrice d'analyse, maintenant, vous avez bien compris ce que c'était que Benefit Matrix, je pense. C'est plus concret quand on voit les cas et les campagnes. Cette matrice, elle est pour nous et pour vous, je l'espère, une source d'inspiration pour élaborer vos stratégies. On envisage évidemment de l'alimenter au quotidien. On envisage ensuite peut-être d'avoir une lecture par secteur. Et en tout cas, on va poursuivre pour essayer d'en tirer des enseignements et pouvoir identifier des signaux faibles qui nous donnent une perspective ou de la prospective pour l'avenir. Voilà, je vous remercie de votre attention.